Ah d'accord, c'est quoi ton pseudo? Alex CMTG, je te suis direct là, c'est bon. OK, super. Ouais. Merci d'être avec nous. J'utilise OBS, je me cale en Twitch, YouTube. Une fois par semaine, en fait, ce que je fais, c'est pas vraiment un truc, grand public nécessairement. C'est pas super efficace. L'idée que j'ai derrière, c'est que je me force à lire les Schneider Shorts, qui sont super intéressants. Je sais pas si tu connais? Pas du tout, j'ai même pas compris ce que tu as dit en C'est fait. Schneider Shorts de For Better Science. Donc c'est un site D'accord. dédié à la fraude scientifique, qui toutes les semaines fait l'actualité de tout ce qu'il y a eu comme fraude, trucage scientifique et cetera, aussi bien par l'industrie que par des chercheurs, que par ci, que par ça, et c'est super bien documenté, avec le détail des fraudeurs, D'accord. heu, les harcèlements sexuels à l'université, les trucs comme ça, et ça permet d'avoir une bonne culture de la fraude scientifique. Pas grand monde ne les lit intégralement, je pense, parce que c'est beaucoup de boulot fait Mmh. par le journaliste en question. Mais moi, j'ai décidé de les traduire en français, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas accès à ça, à la volée, en fait. Donc je fais un peu comme une revue de presse où je D'accord. lis ça toutes les semaines. Et tu une horaire en particulière? Parce que jamais vu. Alors comme je suis pas régulier, Ah j'arrive oui. pas à avoir d'horaire régulier, en fait. Je le Ah, fais c'est à pour ça. l'arrache-pied, j'ai pas beaucoup de followers et le but est surtout de me forcer moi-même Oui, à être à jour. Parce que si, d'accord. ça me met une sorte de pression, je me dis: «Là, j'en ai 2 en retard, faut que je les fasse». Tu vois? Ouais, ouais, je comprends très bien. Mais, Mais en fait, j'ai, 10 vues, tu vois? Mais les 10 vues, c'est des gens qui regardent en détail et qui s'intéressent à fond. Donc ça, mmh, c'est cool, OK, et avec Sam, je l'ai sur YouTube, tu as tout l'historique. Donc si jamais tu veux regarder d'accord. à quoi ça ressemble, c'est le même, pseudo que j'ai partout. Ouais, J'ai ouais, un je link. vois, ouais, Alex Sam, Ouais. TG, Tu peux me retrouver sur YouTube, tu chopes, tu prends l'historique des lives et tu prends n'importe lequel, tu verras, et c'est impressionnant ce qu'il y a comme fraude scientifique. C'est pas des trucs, en fait, Leonid Schneider, il découvre des fraudes impliquant des ministres de la recherche, des trucs comme ça. Il les balance et puis les journalistes, ils arrivent genre 1 an plus tard, 2 ans plus tard, ah ouais, et ça d'accord. devient un truc grave quand des journalistes s'en saisissent, et c'est pas toujours le cas. Ouais, ouais. Là, le dernier en date, moi je le trouve, hallucinant, enfin il y a plusieurs trucs qui m'ont marqué, mais, celui qui est vraiment chaud, c'est un fraudeur qui a créé Science Guardians qui s'appelle Wafik El-Derry, qui a été nommé par Trump, à la tête de la recherche contre le cancer et qui a truqué, 50 études, quoi. OK. Ah ouais, OK. Bah, c'est super, c'est passionnant, hein. Ouais, Bah, on pourra parler de ça. Alors moi, j'ai ouais, noté quelques points. Bah, déjà, bonjour, parce que c'est vrai qu'on se connaît pas vraiment, en fait. bien sûr. Donc là, tu me Enchanté. vois, là, c'est bon pour toi? On peut faire Je comme te ça? vois pas, mais j'ai ton son. Tu peux me voir sur Twitch, là. Ah, sur Twitch, ouais, d'accord, attends, tac, j'y vais. Mais sinon, ce qu'on peut faire, mais je l'ai jamais fait, alors, c'est essayer de collaborer directement sur Twitch tous les deux, quoi. Mais je l'ai jamais fait. Ouais, après moi j'ai pas besoin d'une mise en avant, hein, c'est pas Oui, d'accord. Non, mais c'était pas pour ça, c'était pour voir si c'était plus pratique, quoi, on ou peut tester, ouais. si Ouais. c'était mieux. Mais Ça y est, je vois, je vois. J'ai voilà. une pub à la con, mais c'est bon, je vois. Ah merde, ouais. Désolé. C'est bon, c'est passé. Voilà. Ouais, Donc on peut faire ça. Alors des fois, je dessine pendant que je parle à l'invité ou je fais des couleurs. Là, je le mmh ferai pas parce que je suis dans une phase où je scénarise plutôt. Donc là, je suis un peu coincé. Donc bah, c'est pas plus mal comme ça. Je serai pleinement disponible pour te parler. Mais c'est sympa aussi quand je fais de la couleur parce que ça me prend pas beaucoup de cases cognitives et ça permet d'avoir une image en même temps un peu rigolote, quoi. Ah non, moi je trouve ça top, hein, comme concept, c'est bien. Voilà. Mais là, sauf si je trouve un truc à dessiner, mais bon, c'est vraiment pour avancer aussi dans le boulot. Je fais pas juste des dessins comme ça. Voilà. Et voilà. Donc, bah oui, c'est Séverine donc, qui nous a mis en contact. Donc, tu as fait Exactement, ouais. un bouquin avec elle que je suis en train de lire, là, Complotisme et manipulation. C'est ça? Mmh. Exactement, on a écrit le bouquin ensemble, ouais. Ouais, ouais, c'est ça ce que je vois. Et avant, j'avais vu qu'elle avait vu conseiller de lire le petit manuel de manipulation à l'usage des honnêtes gens Ouais, de bah, elle Jules et elle a été la Beauvois. thésarde de De Joule. Jules, voilà, de Robert Vincent Jules. Voilà, donc je suis en train. C'est rigolo parce que il y a la préfacière de votre bouquin. Bon, enfin, là, faut pas qu'on fasse l'émission avant, mais Bien la, sûr, non, mais la préfacière, c'est l'héroïne du bouquin de Jules et Beauvois. Jouve, peut-être, non? Ou Jouve, ouais. je sais plus. C'est rigolo. Et Oui, c'est alors, voilà. j'ai noté quelques points dont on Mmh mh. pourrait parler, à moins que toi, tu aies envie de parler d'un sujet en particulier. Bah, moi, en fait, comme, je t'avais dit, j'ai plusieurs cordes à mon arc, on va dire. Oui, Hem,
j'ai, moi, ma démarche dans ce bouquin, elle est assez originale parce que je viens du monde plutôt militant, antifasciste et cetera. Ouais. Heu, j'ai été, confronté à la désinformation, le complotisme de l'extrême droite sous Soral et compagnie. J'ai combattu ça très tôt. J'ai essayé aussi de combattre la mauvaise science. Il y a de la science qui existe, les eugénistes ont existé au début du XXe siècle, Ouais. mais il y a des journaux scientifiques qui ont continué à faire dans l'eugénisme et qui passaient un peu sous les radars, en fait, et qui essayaient. Il y avait par exemple la Bell Curve avec, heu, bon, celui qui a découvert l'ADN, par exemple. Alors il l'a pas vraiment découvert, il l'a volé à une femme. C'est, Ah, oui, ça arrive souvent, ça. donc en fait, il y a quelqu'un qui est prix Nobel, qui est mort, il y a 2 semaines, OK. et qui s'appelle Watson OK. et qui a découvert avec Crick, soi-disant, la structure de l'ADN. En réalité, c'est Rosie Parkinson qui a trouvé la structure de l'ADN, mais lui a volé son boulot et a eu le prix Nobel et a tous les honneurs et cetera et est devenu un gros raciste, Ah mais ouais. hallucinant. Il a des takes, qu'on n'imagine même pas alors que c'est le mec qui a soi-disant le prix Nobel pour avoir découvert l'ADN, donc tu imagines le Ah truc. ouais, ouais, c'est dingue. À côté de ça, il y a des chercheurs qui ont eu des gros financements, pour, parler du QI et qui disaient que le QI était supérieur chez l'homme blanc que chez l'homme noir et cetera, Ah dans les ouais. années 80. Ça a même été, promu par Arte, indirectement, sur un documentaire Arte, que j'ai débunké, il y a un petit moment, avec un gars qui s'appelle Dutton, qui était un chercheur, donc voilà. Donc tous ces gens-là faisaient de la mauvaise science en disant qu'il y avait des races dans l'espèce humaine et en essayant de hiérarchiser les races Dans les années et ça 80, ça, tu dis, hein? 80, 90, 2000, il y a des publications, Ah ouais, ouais. diverses et en fait, dans les années 2000, la grande mode, c'était parce qu'on redécouvrait Néandertal et il y a des gens qui faisaient des tests génétiques pour voir le pourcentage de Néandertal qu'il y avait chez ci ou ça et qui essayaient de montrer qu'il y avait, plus ou moins de Néandertal selon les espèces, selon les races humaines, tu vois? Ah oui, le pourcentage d'ADN de néandertalien, tu veux dire, C'est ça, tu as tout suivant les compris. races, c'est ça? Ouais, tu vois où ils veulent en venir Ouais, et donc ouais, il y je avait vois, toute une je droite, vois qui bien, ouais, je vois bien. C'est et donc igno c'est je rigolo. faisais un peu de génétique. Moi, j'ai eu un doctorat en biologie moléculaire Oui. et du coup, j'ai quitté la recherche un peu dégoûté par la fraude scientifique et par l'univers scientifique. Mmh. J'ai dénoncé des fraudes, notamment de la présidente d'université de l'époque, qui a fini par être ministre, qui a eu un papier rétracté pendant qu'elle était ministre, hein, mais C'était bon, qui? ça n'a pas donné lieu à grand chose et donc en faisant ce taf, je me suis intéressé, bah, comme j'avais des compétences en génétique, à cette extrême droite qui faisait du n'importe quoi avec la génétique et je débunkais. Je faisais des articles, anonymes que j'envoyais à des blogs, j'ai envoyé des contenus à des bunkers d'extrême droite ou des trucs comme ça. Mais c'était souvent un peu trop technique, un peu trop, Mmh. trop complexe, on va dire, Et oui. pour le grand public. Et Mais oui. j'essayais de débunker vraiment au niveau scientifique, les conneries qui étaient sorties. J'étais Ouais, pas bien sûr, ouais. je faisais le taf, mais je faisais ça et j'étais discret, anonyme et petit, dans des milieux antifascistes, Mmh. jusqu'à ce que je sois mis en lumière sur les gaz lacrymogènes. C'est la première étape où D'accord. j'ai été en lumière. Bah, je te raconte un peu ma vie, mais comme ça tu vois Oui, oui, le oui. Bah, le moi, avant les gaz lacrymogènes, j'avais noté que tu avais aussi traité de l'entrisme de l'extrême droite dans les milieux de métal. exactement, alors ça c'est quelque chose, bah, j'avais un groupe de black metal, D'accord, c'est ça. donc j'organisais des concerts et je voyais des fachos venir à mes concerts carrément, hein. Donc Ouais. j'étais assez actif, en parallèle du monde scientifique où je bossais sur ça, j'étais actif, dans le milieu militant, dans les groupes antifascistes et compagnie, au quotidien et à m'intéresser effectivement aux réseaux d'extrême droite, qui parfois se finançaient des frais d'avocat quand ils avaient tabassé, fait une ratonnade ou un truc comme ça. Mmh. Ils se finançaient des frais d'avocat avec des concerts. Donc je dénonçais les groupes qui Ah avaient des oui. paroles, néo-nazis, voire racistes, je dénonçais les concerts qui servaient à financer ces frais d'avocat. Et Donc ça existe toujours, ça, non? Parce que dans le oui, Hellfest, on entend des toujours. trucs, qu'il y a des groupes Bah, qui justement, viennent. j'ai sorti des trucs récemment qui m'ont valu beaucoup de menaces de mort. Ah, Il y a des concerts qui se font régulièrement annuler, à cause ouais. de mes alertes. Ah ouais. Une où j'ai été très médiatisé, c'est quand on a fait de l'OSINT, c'est-à-dire de l'open source intelligence, du renseignement open source. On a repéré, il y a 2 ans, le GUD organisait je sais pas si tu avais suivi la marche le comité du 9 mai, le C9M qui avait marché dans Paris, où des nazis avaient marché dans Paris. Ah oui, Ça a oui, fait oui. Ouais. chaque année, ils marchent, hein, voilà et puis il y a 2 ans, ils avaient marché, ça avait fait
grand bruit à cause d'un truc. C'est que le soir, ils organisent des concerts avec des groupes nazis qui chantent Mmh. des trucs ouvertement nazis, avec des Ah saluts ouais. nazis, des drapeaux nazis, des trucs comme ça accrochés. Mmh. Et en fait, on a réussi à avoir des infos, comme quoi il y avait un quartier où des gens avaient été repérés, on va dire, des crânes rasés avaient été repérés. Et donc, on a commencé à chercher toutes les salles du quartier pour voir si, c'était autour du 9 mai, donc du coup, c'était exactement le moment où les nazis organisaient des concerts. Et on s'est dit qu'on allait essayer de repérer la salle. Donc on a regardé toutes les salles qu'il y avait dans le coin et ça a pas manqué. Ils ont communiqué une fois que le concert a eu lieu, en postant une photo du concert, en disant: «On a fait notre concert, machin». Mmh. Et du coup, on a réussi à identifier la salle grâce Mmh. à la photo du Eh concert. oui. En fait, on reconnaissait le plafond et la forme des fenêtres et cetera. On avait déjà OK. fait un tour OK. et donc du coup, bah, c'était Saint-Cyr-l'École, la salle Simone Veil Ah et ça bah, a énormément super, choqué. hein. Donc moi, j'avais sorti Le en OSINT toutes cynisme. ces infos-là. J'avais aussi sorti, par exemple, un groupe de RAC, c'est du rock anticommuniste, qui est allé, voir quand Jean-Marie Le Pen était encore en vie. Il était censé, subir un procès et en fait, il n'est pas allé à son procès pour raison de santé, mais au moment du procès, il avait chez lui le groupe de RAC qui chantait des chansons nazies, Incroyable. heu et qui est allé juste après accrocher des drapeaux nazis dans une salle municipale qu'ils avaient réservée, soi-disant pour un mariage, mais en fait, pour un concert nazi. Et donc moi, j'ai réussi à voir leurs infos parce qu'en fait, je suis dans des groupes Telegram de nazis avec l'infocompte Waouh, waouh, waouh. et ils partageaient ces conneries entre eux. Ils étaient tout fiers. Donc du OK. coup, moi, j'ai Bah tout oui, oui. récupéré, c'est sorti sur Mediapart. J'ai été cité, sur Mediapart, Alexandre Samuel nous a remis les vidéos, nous les avons authentifiées et cetera. Donc effectivement, j'ai même, vérifié, grâce parce que ils regardaient la télé le jour où la télé tournait en fond chez Le Pen. J'ai Mmh. réussi à identifier que c'était un match de rugby. Au SINT, j'ai identifié la date de ce match de rugby, Ouais. l'heure du match de rugby et j'ai pu démontrer qu'en gros, ces néo-nazis, ils sont allés chanter les chansons avec, Jean-Marie Le Pen et ils étaient à l'heure où ils chantent les chansons, ils étaient à la distance à peu près pour aller au concert le soir à la salle, municipale où Mmh. ils ont accroché les drapeaux nazis. Donc en gros, Mmh. ils ont enchaîné, quoi. Ils ont vu Le Pen et après ils ont fait ça. Bon. Donc j'ai réussi à Bon. le démontrer et ça a fait aussi pas mal de bruit dans la presse parce qu'il y avait un article de Mediapart qui s'intitulait, un truc du genre, «Jean-Marie Le Pen dispensé de procès, chante avec des nazis, dans sa Ouais, chambre». c'est incroyable. Dis-moi, je voudrais pas qu'on parce que lundi, c'est dans pas longtemps, alors je voudrais pas que ça t'embête de Ouais, répéter tous ces trucs-là, tu vois? Parce que aucun souci, hein, je le répète plusieurs fois, mais vas-y si tu veux enchaîner, hein. non, non, c'est pas pour ça, mais c'est parce que, voilà, je voudrais pas que ça soit moins naturel, tu vois? Moins ou que c'est même moi qui découvre ça, là, c'est incroyable. Ouais, bon, c'est pas Ouais. gênant. Donc je voulais juste qu'on fasse un point un peu rapide de ce qu'on pouvait dire et bon, bah, j'ai l'impression qu'il y aura aucun problème, en tout cas. Oui, au niveau Techniquement, fluidité, ça moi, va. il y a aucun souci. Voilà. Voilà. Donc, je J'ai de voulais quoi juste parler. qu'on cale ça, là, en fait, tu vois, parce que c'est Ouais. pour me rassurer. Là, avec la visio Google Meet, ça te convient? Bon, c'est plus simple que j'ai Ça marche, trouvé. c'est bon. Je serai dans un setup un peu mieux parce que là, je l'ai fait à l'arrache dans le salon, mais j'ai mon bureau normalement où je m'installe. OK. Donc voilà. Donc, juste pour filer un peu les points, donc il y a donc le métal extrême droite, et puis donc toutes les histoires de génétique et d'eugénisme et de publi scientifique que tu débunks aussi. Je vais me le Mmh noter, mh. publi scientifique. Après, il y a l'épisode de toute la période Gilets jaunes, avec Exactement. les études sur le gaz lacrymo, le cyanure dans le sang, les prises de sang. Je me suis un peu renseigné quand même. Ah parfait. Tu as bien fait ton travail. J'ai fait Ouais. mes devoirs. Gasbuster, c'est ça. Gasbuster, le fameux. Voilà. C'est marrant, les journalistes, ils vont trouver des petits noms. Ah, C'est c'est les inspecteur journalistes qui ont Lacrymogène au trouvé début, après ça? c'est Gasbuster. Je croyais que c'était les gilets jaunes qui t'appelaient comme ça, c'est les Non, non, journalistes? c'est les journalistes qui l'ont sorti, les gilets jaunes, ils m'appelaient pas comme ça, hein. D'accord. Après, une fois que c'est sorti, ils trouvaient ça drôle, donc les gilets jaunes ont commencé à m'appeler Gasbuster parce que c'était marrant. Bah, Mais c'est vrai que c'est marrant. non, ça vient des journalistes qui ont été OK. créatifs. Bon, c'est Ah, bien. parce qu'ils étaient en fait, souvent, les journalistes, ils passaient beaucoup de temps avec moi. J'ai beaucoup apprécié le temps qu'ils prenaient à enquêter, à vérifier, parce que c'est un sujet qui est pas facile en vrai, hein. C'est Oui. un sujet, de santé publique où il y a un vrai problème finalement derrière, mais où le lanceur d'alerte, en l'occurrence moi, n'est pas sensationnaliste, exagéré.
Je suis Mmh. pas en train de dire que tout le monde va crever et cetera et où il y a de la nuance, il faut expliquer le truc et le vrai problème de fond, c'est pas tant que j'affirme qu'il y a tout le monde qui va crever. C'est juste que j'affirme qu'il y a aucune instance qui vérifie les effets sur la santé C'est et ça, qu'il y a potentiellement des choses assez graves parce que c'est quand même du cyanure. C'est pas c'est rien ça. et qu'on aimerait savoir, épidémiologiquement et cetera, ce qui se passe et ce qui a été montré de sûr, c'est qu'il y a des doses de cyanure assez élevées dans le sang à des moments donnés, instantanés Mmh. et moi, ce que je fais, c'est que je prends les données que j'ai. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de données, mais des intoxications au cyanure ont été documentées et notamment, par exemple, dans le cadre du traitement de l'anémie falciforme, une maladie, on donnait des petites doses de cyanure comme traitement, régulièrement D'accord, d'accord. et ces petites doses de cyanure, bah, elles ont engendré des neuropathies et des problèmes neuronaux chez les patients. Donc on a tout de suite arrêté l'essai clinique et arrêté d'utiliser du cyanure. Mais du coup, on sait que des faibles doses régulières de cyanure, ça peut entraîner, des neuropathies. Il y a un effet sur ça, D'accord, significatif. d'accord. Donc voilà, moi j'aimerais bien savoir si au niveau du cyanure, qu'on a par les Ouais, manifestations, ça ouais. fait les mêmes effets? Parce que là, c'est pas régulier, c'est pas encadré comme que dans un traitement, c'est pas toutes les semaines précisément, mais il y a des gilets jaunes qui faisaient tous les samedis une manif quoi, qui Oui, prenaient c'est leur petite ça, dose. ouais, ouais. Et du Ouais. coup, il y a eu un suivi après des gilets jaunes, de certains qui ont Il y a rien été, en épidémio, on a aucun suivi et surtout ouais. ils sont super méfiants. Enfin moi, même moi, ils étaient méfiants. Il y a plein de théories du complot sur moi quoi, genre je suis un agent du gouvernement qui prend leur ADN. Enfin Mmh. c'est voilà. Oui, oui, oui. Les prises de sang, c'est pas, c'est un agent du gouvernement qui prend leur ADN ou alors je suis payé ou enfin, il y avait plein d'histoires de Ouais, théories du ouais. complot dans tous les sens Aïe, et aïe, je pense aïe. que ça, c'est normal. Après bon, il y a une défiance, envers les autorités, bah, du coup, il y a une défiance envers tout. Mmh, bien sûr. Mais, il faudrait qu'il y ait quelqu'un d'autre qu'un acteur complètement, loufoque comme moi s'en saisisse. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une institution Ouais, ouais. qui fasse de la veille épidémiologique Mmh. sur les armes chimiques. Parce que, pour l'instant, il y a pas d'ANSM de l'arme chimique. OK, OK. Ouais, ouais. C'est même des armes de non, les lacrymos, c'est pas des armes de guerre, mais si je pense Ah, c'est à compliqué à dire, en fait. Sainte-Soline. Donc, je pense qu'il y a une bataille sémantique. Donc Ouais. évidemment, quand on est engagé et qu'on a envie de dire, «C'est pas bien», bah, on va tout de suite dire des grands mots. Genre, moi j'utilise le mot «arme chimique», Mmh. c'est déjà peut-être un peu connoté, je sais pas comment le faire. J'essaie de trouver un terme un peu neutre, quoi. Parce que c'est effectivement un produit chimique qui est utilisé comme arme. Maintenant, la classe des armes chimiques est très variée. Ouais. En tout cas, armes de guerre, c'est le cas. C'est-à-dire que les gaz lacrymogènes ont été développés pour la Première Guerre mondiale initialement. D'accord. OK. Voilà. Donc on avait une variété d'armes chimiques, durant la Première Guerre mondiale. C'est là que ça a été utilisé principalement. Mais c'est peut-être aussi une arme de maintien de l'ordre parce que les tout premiers lacrymos, si on remonte l'histoire, c'est juste avant la Première Guerre mondiale, en 1913. C'était la brigade des gaz qui a été créée par, une unité spéciale de la police, par le préfet Lépine, OK. parce que les policiers avaient très peur de ce qui s'appelle les forts Chabrol. Je sais pas si tu as entendu parler de la fort Chabrol, de la rue Chabrol? Tu connais cette histoire ou pas du tout? Écoute, le nom me dit quelque chose, mais non, je sais pas. OK. Alors en rue de Chabrol, c'était le siège social d'un journal antisémite qui s'appelait «L'Anti-Juif» par l'extrême droite OK. et ils ont été très mécontents de ce qui s'est passé dans le cadre de l'affaire Dreyfus et donc à ce moment-là, ils se sont retranchés dans leur rédaction de leur journal et ils ont commencé à tirer sur tout le monde et la police a essayé de les arrêter mais le problème, c'est qu'à l'époque, début du XXe siècle, on est en 1901-1902, je sais plus quelle année exactement, enfin voilà, par là, ils avaient du mal à, arrêter des gens forcenés, retranchés dans une maison quoi, dans un Mmh. appart. Et donc la rue de Chabrol a été, l'objet d'un siège en plein Paris, pendant plus d'un mois. On pouvait Ouais. plus aller dans la rue, Ah les ouais. habitants étaient terrorisés et cetera. Mais en plus, il y avait une solidarité de certains habitants avec les antisémites. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui leur filaient de la bouffe et cetera pour Ah qu'ils ouais, tiennent le ouais. siège. Donc du coup, les policiers ont été traumatisés par ça parce qu'il y a eu des morts, il y a eu des blessés et cetera, où ils se disaient ils avaient super peur d'intervenir sur un forcené retranché. Que ce soit un groupe terroriste ou que ce soit, juste une personne, qui a des problèmes psychiatriques aussi, hein. Et D'accord. donc ils voulaient absolument avoir une nouvelle arme et donc Lépine est connu, bah, il y a le concours Lépine, hein, c'est un Ouais, préfet de ouais, police ouais. qui était très inventif, on va dire, qui a inventé les bâtons de signalisation pour les policiers qui faisaient la circulation et cetera. Donc il a inventé plein de choses OK. et il a proposé justement à ce qu'un chimiste, des gens comme ça se réunissent pour trouver un moyen d'intercepter, d'arrêter un Mmh. forcené sans risquer la vie des policiers.
D'accord. Et donc, il a développé le premier gaz lacrymogène, Mmh. qui était du bromure d'éthyle, hein, donc c'est un truc tout rouge, assez irritant pour la gorge, assez OK. violent, mais qui était principalement, à but, d'utiliser contre des forcenés retranchés. D'accord. OK. Sauf qu'il a pas eu le temps de l'utiliser beaucoup parce qu'il y a eu direct la Première Guerre mondiale et que Ah les oui. grenades qui étaient préparées, les petits contenants qui étaient préparés pour ça, bah, les Français ont commencé à les jeter sur les Allemands, quoi, quand ils en avaient. Ouais. Donc les Allemands, ils ont dit: «Ah, les Français, ils ont une arme chimique, OK, c'est bon, on va y aller nous aussi». Et là, ils ont balancé le truc à base de chlore Ah et donc d'accord. ça a fait la fameuse bataille, d'Ypres, avec, les premières images de grosses armes chimiques allemandes où ils envoyaient des tonnes et des tonnes de chlore et donc les gaz lacrymogènes ont été développés durant la Première Guerre mondiale. OK. Donc il y a eu tout un développement à ce moment-là. Donc oui, c'est des armes de guerre à l'origine, mais le gaz lacrymogène utilisé en civil n'est pas dosé pareil et n'est pas utilisé, de la même façon. On n'utilise pas des quantités aussi massives. Donc tu as étudié un peu l'histoire des voilà, de la chimie, des armes, tout ça, quoi? Énormément, ouais. J'ai beaucoup, beaucoup de connaissances sur ça, notamment parce que je me suis tapé tous les Police Magazine de 1910 à 1940. Bravo. Ils sont, disponibles en fait en archive. À OK. la recherche de tout ce qui pouvait parler de gaz lacrymogène. Donc j'ai, D'accord. un gros truc de Criminocorpus, hein, qui est un site qui permet d'accéder à tout ça et je me suis tapé, pas mal de bouquins d'histoire, de refs historiques et cetera pour vraiment essayer de comprendre le pourquoi du comment. Je me suis beaucoup intéressé à la question D'accord. et parce que je voulais élargir un peu ce que je savais sur les lacrymos, parce que le côté scientifique, je l'avais fait et je me disais: «Mais comment ça se fait qu'on en soit là, quoi?» Et donc j'ai interagi avec des historiens qui ont beaucoup bossé sur le sujet. Il y en a un qui s'appelle Christophe Lafaille, dont j'apprécie beaucoup le travail, qui a publié dans la revue 21 l'utilisation des gaz, lacrymos en Algérie, dans les grottes, dans la guerre des grottes. D'accord. Là aussi, j'ai beaucoup de connaissances sur ça et je pourrais t'en parler même pendant des heures juste de ça, hein, tu vois? Donc faudra pas hésiter à sélectionner ce que tu veux entendre. Oh, mais moi j'aime bien quand, la discussion roule et puis qu'on on parle de ce qu'on a envie, au moment où on a envie, mais bon. Ouais. Voilà. De toute façon, on a plusieurs rendez-vous, donc 3 même, donc on Oui, on a le temps de développer, on voilà, on il y a aura pas le de temps de souci. développer. Et du coup, justement, complotisme et manipulation, comment tu as rencontré, Séverine? Enfin bon, dans des Bah, universités, dans des je vais résumer, je vais parler moins longtemps, mais je te dis quand même les 2 autres des autres étapes. Donc, oui, gaz lacrymo, je me suis retrouvé souvent invité par des milieux un peu complotistes aussi. C'est-à-dire que ouais, les journalistes m'ont d'abord débunké et donc du coup, bah, je me suis amusé à jouer aux complotistes. J'ai dit, parce que nous, on demandait aux gens de faire des analyses sanguines, des bilans sanguins, pour savoir s'ils avaient du cyanure dans le sang. oui. Donc j'ai mis un logo de franc-maçon, d'Illuminati, j'ai fait un petit mélange comme ça et puis j'ai dit, «Vous faites des voyages astraux lorsque vous êtes en manifestation?» Par rapport au vertige, hein. Vous perdez, je me suis amusé à dire des trucs comme ça, quoi. Et puis j'ai dit, «N'hésitez pas si vous voulez, révéler le complot des Illuminati à faire un test un bilan sanguin, analyse cyanure et cetera et à nous envoyer les résultats s'ils sont positifs ou négatifs, ça nous intéresse». Et donc du coup, Mmh. voilà, je me suis amusé à faire je pourrais t'envoyer l'affiche, elle est drôle. On avait fait des petites affichettes comme ça et on a ess on et en fait, comme les journalistes nous avaient débunké comme fake news, moi je suis allé voir les complotistes, quoi. J'ai dit: «Ouais, bon, bah, nous ce qu'on veut, c'est juste ce qu'on espérait, c'est que la presse demande aux gens de faire des analyses pour qu'on sache. Ils nous ont classés fake news et ils ont dit: «Surtout faites pas d'analyse». Bah, je suis allé voir, Flyrider Maxime Nicole et il a accepté de discuter avec moi et puis il a fait une petite vidéo. Il a dit: «Bon, bah, les gars, on peut faire un bilan sanguin, ça marche comme ça et cetera». D'accord. Et donc on a eu plein de résultats, assez inquiétants au niveau des quantités de cyanure qu'il y avait dans le sang. OK. Mais ça m'a fait faire le tour des complotistes. Donc du coup, déjà, je vois le fonctionnement de l'intérieur. J'ai été Mmh. invité à pas mal de petits groupes et cetera. J'ai vu un peu comment les réseaux se forment et comment on peut se retrouver embarqué dans ces choses-là. J'essayais toujours de leur apporter de l'esprit critique, mais c'était pas toujours facile. Et Il y a un point sur lequel tu as passé, mais qui m'intéresse aussi, c'est que les journalistes sont considérés comme quelqu'un qui disait des fake news, quoi, en fait. alors ça, je pourrais te le détailler. Ça s'est passé en plusieurs temps. Les journalistes me considèrent plus du tout quand tu prends la presse aujourd'hui, tu vois que je suis plutôt validé. En Oui. fait, ce qui s'est passé au tout début, c'est que, moi, je suis contacté par des gilets jaunes un peu complotistes qui me disent que Macron veut tous les tuer en cachant du cyanure dans les grenades. Ah!
Donc moi, je leur dis: «Non, mais attends, si Macron voulait te tuer, il aurait pas besoin de faire ça, il y a plus simple. Et les régimes autoritaires, et on a une histoire des régimes autoritaires qui faisaient Ouais. bien plus facile. Regarde Pinochet, mais Macron, c'est pas Pinochet, hein, je te rassure. Il y avait quand même certaines libertés en Parce France. qu'ils avaient entendu parler de tes études avec le cyanure et tout, et du coup, ils sont venus Non, te ils avaient pas voir. entendu parler de ça, je n'avais pas commencé, je n'y connaissais rien. Ah d'accord. Et comment Et donc ils savaient pour le cyanure alors? ah bah, je ne sais pas moi. OK. Bonne question. Raquel Garrido avait, publié avant que je m'intéresse au sujet, en février 2019, il y a un article dans Libération que tu peux retrouver, où Raquel Garrido est allée voir son médecin parce qu'elle était enceinte à l'époque, je crois, un truc comme ça, elle était en manif Ah et oui. son médecin a attesté que c'était quelque chose qui ressemblait à une intoxication au cyanure qu'elle Ah avait oui, à cause des je l'ai lacrymos. lu en fait, ouais. Ouais, Ouais exact, ouais. OK. et donc ça, c'était moi, j'étais même pas sur le sujet à ce moment-là. Mmh. D'accord. Et donc du coup, elle se fait débunk, hein, le syndicat de police qui dit: «Non, mais il y a pas de cyanure dedans, qu'est-ce que vous racontez?» Donc Ouais. moi, j'étais un peu dans cette optique-là, hein. Je dis aux gilets jaunes: «Mais qu'est-ce que vous racontez les gars, c'est bon quoi». Et Mmh. puis, ils insistent un peu et je me dis: «Je vais essayer de faire une approche où je prends au sérieux ce qu'ils me disent et je vais leur montrer ce qu'il y a dans les gaz lacrymaux». Donc je Mmh. tape gaz lacrymogène sur Google comme tout le monde. Je tombe sur la page Wikipédia. Donc maintenant, elle me cite un peu plus, donc elle est un peu plus complète, mais à l'époque, elle citait au moins le nom de la molécule, quoi. Donc moi, je Mmh. prends le nom de la molécule, je le copie-colle et je le mets dans PubMed, qui est le moteur de recherche des scientifiques. D'accord. Je regarde les publics qui sortent. Et en fait, direct, il y a des publics qui sortent et qui disent, «Formation de cyanure à partir de la métabolisation de la molécule». Ouais, c'est ça. Le cyanure, c'est un Donc élément secondaire qui se forme à partir de c'est voilà, c'est ça. Donc moi, je retourne voir les gilets jaunes et je leur dis: «Non, mais Macron, il veut pas tous vous tuer, mais en fait, vous avez mal compris un truc. Je pense il doit y avoir un médecin ou quelqu'un qui a dit ça parce qu'il l'avait vu, ces publis. Mais en fait, la molécule est métabolisée en cyanure. Donc mmh. oui, il y a un problème de santé publique potentiel, mais c'est peut-être des faibles doses, il faut voir et Mmh. donc pour savoir, il faudrait qu'au moins de temps en temps, il y ait quelques personnes qui fassent des analyses, des bilans sanguins Mmh. et qu'on vérifie si, c'est fréquent ou s'il y a beaucoup de monde qui a des niveaux très élevés de cyanure ou Mmh. si on a des niveaux bas, bah, ça risque rien de base. Et donc en fait, les gilets jaunes m'ont dit: «Ah bah, ça tombe bien, dans mon rond-point, il y a un gars de l'AFP qui est venu me voir et qui a fait un truc, j'ai son numéro. Vas-y, je vais l'appeler» et ils ont appelé des journalistes à droite à gauche et OK. au final, il y en a un qui a accepté de faire un petit article sur le sujet. Donc il me prend au téléphone. Je lui envoie un petit texte avec les références, la biblio et je lui explique au téléphone que moi, je ne sais pas si c'est vraiment dangereux, je suis assez, prudent. Je lui dis: «Il y a potentiellement un problème de santé publique, j'ai pas l'impression que ce soit pris au sérieux» et lui, il appelle un professeur Renaud à Caen, j'oublierai jamais parce que j'ai cherché longtemps pour le retrouver parce qu'il a un nom qui ressemble à un prénom et ça, c'est super chiant parce que Ouais. quand tu cherches Renaud Caen, sur Google, tu passes du temps à trouver le professeur. Oui, oui, oui. Mais le professeur Renaud répond à ce journaliste dans un article et il dit: «C'est totalement faux, il n'y a pas de cyanure, il n'y a pas de métabolisation au cyanure. Il y a effectivement un groupe CN dans la molécule, mais comme il y en a dans beaucoup d'autres molécules et il n'est pas libéré. Vous inquiétez pas, c'est pas dangereux» OK. et donc C'était un moi, médecin de la préfecture, lui? C'était quoi? c'est un toxicologue, je crois, qui était, professeur à l'université de Caen. D'accord. Mais il est très neutre, hein, c'est pas quelqu'un qui est rattaché à la police ou autre. D'accord. Il a été, alors il y a un truc sur lequel il était non, c'est même pas lui, je crois, je sais plus. Ouais, je veux pas dire de bêtises, il était même pas connu, on va dire. Il était pas très D'accord. connu. OK. Donc moi, ce que je fais, c'est que je retrouve ses coordonnées en force de recherche sur Google. Je trouve un professeur Renaud à Caen qui ça semble être lui. J'envoie un petit mail, j'ai pas trop de réponse. Je décide de téléphoner directement le numéro du labo. Je tombe sur, quelqu'un du labo, je pense la technicienne ou enfin, je sais pas qui, une personne super sympa. Je lui explique un peu le truc et je lui dis: «Ouais, il s'est exprimé dans la presse, mais je crois qu'il s'est trompé. Enfin, j'aimerais bien qu'il m'explique son truc parce que moi, Mmh. j'ai des et j'aimerais bien savoir d'où il sort son truc lui». Et donc, elle me transfère le professeur Renaud, qui accepte de me parler et qui me dit, «Ah mais c'est déjà publié?» Je fais: «Oui, c'est publié». «Ah mais j'ai dit une bêtise?» Je fais: «Bah, ah d'accord, donc j'ai même pas besoin de vous convaincre». Il me dit: «Ouais, ouais». Le journaliste, je lui ai répondu comme ça rapidement, mais j'y connais rien moi au gaz lacrymo. Ah Je lui ai putain. juste dit que c'est un groupement CN, que c'est difficile à séparer et tout. Mais après, je suis allé regarder la biblio, je lui ai dit que je lui ferais une réponse écrite et qu'il allait avoir, un texte écrit. En fait, j'étais en train de lui mailer. Et en vrai, quand on lit dans la biblio, oui, c'est métabolisé en cyanure Ah OK. Ah ouais, comme et quoi, je lui dis: «Ouais, bah, ouais, mais c'est pas c'est publié, bête, en fait, là» c'est un peu con. et là, il me dit: «Ah mais je veux plus parler à personne» et il me raccroche au nez, le gars et Aïe, aïe, il aïe. veut plus parler à personne. Il veut plus parler au journaliste. Je sais pas s'il a envoyé son mail ou pas, voilà, fini Ah ouais. et donc moi, je suis dégoûté. Je Bah me dis: ouais. «Bon, le gars qui est institutionnel, qui est le professeur machin, il dit que c'est faux.
Et moi qui suis le mec docteur sorti de nulle part, je passe pour un, je passe pour un branquignol qui raconte n'importe Mmh. quoi. Et, et donc, bah, c'est à ce moment-là que j'ai fait ce que je t'ai raconté, donc le truc du complotiste, je m'amuse à dire: «Ouais, vous avez des voyages astro pendant les manifs? Hésitez pas à faire une analyse cyanure, machin». Et en fait, on a une cinquantaine de résultats qui nous sont envoyés par mail et des résultats avec des niveaux très élevés. Et certaines des personnes qui ont fait ces tests les publient directement sur Facebook, en fait, «Salut, coucou, regarde mon résultat». Ah ouais. Donc du coup, partant de là, moi je me dis, je c'est peut-être que la presse, elle va réagir, donc on l'envoie à quelques journalistes. Si au passage les résultats qui sont publics, on les montre, quoi. Ouais. Puis un journaliste qui décide de se saisir du truc et donc qui contacte le laboratoire d'analyse, qui OK. confirme que c'est bien un résultat. Et OK. là, le gars qui fait l'analyse dans le labo, il dit: «Ouais, ouais, c'est bien un résultat, c'est au-dessus des normales, oui. Alors faut pas s'inquiéter, déjà le test, il vaut rien, il est pas fiable, Ah. il est très variable». Mmh. Pourquoi tu le proposes, j'en sais rien, mais Ouais, du coup, du il faudrait coup, ouais. informer les gens pour le test parce que c'était pas écrit quand j'ai fait mon test. Ouais. Et ensuite, il dit, qu'en fait, on peut avoir du cyanure à cause du manioc. Du manioc? Et il y a un autre toxicologue qui est interviewé du même labo et qui dit, Marie de Guigne, et qui dit: «Bah, de toute façon, c'est un marqueur secondaire et c'est du thiocyanate qui est analysé et il faudrait faire une analyse dans la manif sur le cyanure directement et Ah pas oui, sur un dérivé». parce qu'il se dégrade très vite, c'est ça? Parce qu'il se dégrade en 1 heure, ou 2, voilà. D'accord. Donc du coup, elle dit ça et c'est écrit dans l'article de presse, quoi, en gros. Dans Mmh. l'article de presse, il y a d ah, en fait, si, il y a bien du cyanure, mais on peut pas savoir la quantité, mais le test, il est pas fiable et il faudrait faire un test cyanure en manif. Mmh. Moi, bah, je le fais. Je trouve un test, en vente libre qui est assez fiable, qui est quand même soutenu par, alors, pour le grand public, généralement, ça parle beaucoup plus de parler des trucs un peu impressionnants, donc leur client principal est le FBI, ils ont reçu un prix Horizon 2020, machin, voilà, il y a des trucs comme ça. Pour le côté scientifique, il y a une publi dans la Royal Society of Chemistry où ils ont fait une belle gamme, où c'est, pour moi, c'est quelque chose qui est pas aussi fiable qu'un laboratoire fixe parce qu'il y a une plus grande marge d'erreur, Mmh. mais la gamme est quand même bien faite. Je pourrais t'envoyer la photo. Je pense que même quelqu'un qui s'y connaît pas peut comprendre. Il y a des barres d'erreur plus grandes, en fait. Mais ils ont fait C'est une les gamme. lamelles qui changent de couleur? Les bandes qui changent de couleur? Ouais, c'est un truc alors qui s'appelle la cobinamide, qui est fixée sur des cristaux et c'est une technologie qui est utilisée pour les biologistes qui connaissent, qui ressemble à ce qui s'appelle la colonne échangeuse. Mais pour faire simple, c'est, une molécule qui change de couleur quand il y a du cyanure qui se fixe dessus, OK. qui se lie spécifiquement au cyanure et pas trop à autre chose. Et donc du coup, c'est un noyau cobalt, hein, qu'il y a dedans et c'est un M, donc ça ressemble à un globule rouge avec un cobalt au lieu du fer au OK. milieu. Et ce cobalt, il change de couleur, en fait. Et D'accord. donc du coup, ce qui est fait, c'est que ce changement de couleur, il dépend de la quantité de cyanure qu'il y a. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est ils ont utilisé un appareil de reconnaissance, de pixels, de couleurs, et cetera, et ils vont, fixer les cristaux de cobinamide sur un endroit du tube. Ils les accrochent grâce à des cristaux et ensuite, ils prennent une photo très haute résolution juste du petit trait et selon la couleur qu'on a, on peut être semi-quantitatif. On peut dire: «Il y a à peu près telle quantité parce qu'on a telle couleur». Et ils ont comparé ce résultat coloré à une gamme faite avec, les techniques classiques de détection de cyanure en laboratoire, où là, on utilise des réactifs, bon, c'est aussi des trucs colorés, en fait, hein, mais on utilise des réactifs et des trucs, plus précis au niveau de l'image. Et en fait, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont montré, c'est que par rapport à la technique standard de laboratoire, on a une gamme qui est quasiment identique en termes de valeurs mesurées OK. et la barre d'erreur est légèrement au-dessus. OK. Donc du coup, tu vas avoir un trait là, un trait un peu au-dessus, un trait encore au-dessus. Donc tu as une petite, série de traits et la barre d'erreur ne se recouvre pas. Tu as vraiment tu vois la différence et ils ont fait une gamme, très Je propre. comprends pas ce que ça Je veut peux dire. t'envoyer la photo, Excuse-moi, tu la peux la barre voir. d'erreur ne se recouvre pas. C'est-à-dire que quand les barres d'erreur se recouvrent, c'est que tu as trop d'incertitudes et tu peux pas D'accord. dire qu'il y en a plus dans un échantillon qu'un autre. Là, D'accord. non, tu as vraiment un décalage entre les barres d'erreur. OK, Donc tu sais d'accord. que, tu peux mesurer une différence, de d'un palier de 0,125 milligrammes par litre à peu près. Donc, D'accord. OK. tu as une incertitude à 0,125, mais c'est quand même plutôt bien. Et donc quand tu as du sang normal, que tu as pas été exposé au gaz lacrymo, tu es à 0. OK. Et quand tu fais le test juste après avoir été exposé au gaz lacrymo, c'est variable, mais il y a des gens qui montaient à 0,8. D'accord. Sachant que ta barre d'erreur est à 0,125, Ouais. bah, tu es largement au-dessus, en fait.
Donc, Et ça devient tu sais que dangereux à partir de combien? alors ça devient dangereux à partir de 1. D'accord. Donc on monte à 0,8, c'est chaud. Ah oui, oui. Enfin, comment dire? Le danger de mort apparaît à partir de 1. Ah oui, de mort. Ouais, danger de mort. Ah oui. Et le danger pour la santé et selon les sources, il varie parce qu'on a du mal à le fixer, parce qu'on n'a pas fait de tests sur le cyanure sur les Mmh. gens. On leur a pas injecté du cyanure à haute dose pour voir comment ils réagissaient, quoi. Mmh. Et on extrapole à partir des données animales et donc les sources sont variables. Elles vont de 0,3 à 0,5, on va dire, OK, pour dire donc un seuil de dangerosité. assez bas. Et par exemple, quelqu'un qui fume beaucoup, il va pas avoir du cyanure dans le sang ou un truc comme ça? Quelqu'un qui fume beaucoup, il a, au moment où il fume, un peu de cyanure qui rentre. D'accord. Mais ça a été mesuré. On est, de l'ordre des microgrammes. OK, donc c'est pas la même échelle, quoi. Donc c'est pas du tout la même échelle, c'est 1000 fois moins. Ouais. Ce qui va se passer par contre, c'est que comme il fume toute la journée, il fume plusieurs cigarettes, Mmh. bah, 10 microgrammes plus 10 microgrammes plus 10 microgrammes, à la fin, il va cumuler une dose de quelques milligrammes et Mmh. donc dans les urines, si je fais un test 3 jours plus tard, le thiocyanate, là, je vais avoir un niveau similaire. Mais le C'est pour cyanure ça que lui-même, tu disais qu'il l'effet se dégrade secondaire, il est très pas vite, fiable. Oui. donc c'est pas forcément dangereux pour ça. Ouais, voilà. C'est pas dangereux parce que tu as pas une forte dose instantanée. Alors C'est ça. que celui des gaz lacrymaux, on monte quand même beaucoup plus haut. Ouais, d'accord. OK. Et donc C'est un peu comme, voilà. Et les donc tu es cigarettes, venu au faut faire attention complotisme. à la fausse image, hein. Mais, parce que c'est pas du tout l'équivalent. Dans la cigarette, il y a du goudron, il y a plein de trucs dans la cigarette, Oui, hein, oui, qui sont oui, non, néfastes. mais bien sûr, Et en termes de cyanure pur, oui, c'est comme si je fumais 1000 cigarettes en 1 heure. c'est ça, voilà. Voilà. Donc, OK. oui, c'est quand même beaucoup plus et c'est pas comparable, quoi. Voilà. Et donc c'est par, ce truc de jouer au complotiste que tu t'es intéressé au complotisme, du coup? Donc je me suis retrouvé à la fois invité dans des réseaux complotistes, je m'étais déjà intéressé au complotisme d'extrême droite, à Soral et compagnie, hein, essayer de les débunker. Et je me suis retrouvé dans ces milieux-là, à voir un peu comment ils fonctionnaient, à être à l'intérieur des milieux même, à même être parfois moi-même un peu semi-complotiste, je le dis clairement. Quand, je me prends 3 gardes à vue d'affilée, que lors Ouais. de la troisième garde à vue, on me fouille mon domicile, en soi-disant j'aurais balancé un truc sur une banque, alors que j'étais un passant Mmh. et qu'ensuite on va chez moi pour perquisitionner. J'ai des seaux de peinture parce que je suis en travaux chez moi et qui regardent même pas la gueule des seaux de peinture et qui vont, chercher des bouquins sur les lacrymos, quoi, et qui prennent mon ordi, des bouquins sur les lacrymos et des voilà. Donc j'ai vécu des trucs qui m'ont un petit peu titillé et qui ont fait que j'étais un peu en mode, «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et quand on allait en manif, il y avait une vraie ambiance complotiste dans les milieux militants. On avait peur de se faire infiltrer, de se faire ci il y avait toute une ambiance qui était créée. Alors moi, j'y croyais pas, mais j'étais tout le temps avec des gens autour de moi qui, toutes les 2 secondes, avaient peur d'une caméra, d'une infiltration, d'une surveillance, qui planquaient leur téléphone, qui effaçaient tout. Enfin, c'était vraiment un niveau de moi je dis paranoïa, mais bon, c'est ouais, qui était assez élevé, on va dire, surtout par rapport à ce que c'était, parce qu'on faisait des manifs où on défilait. On n'était pas en train de prendre, l'Élysée, Ouais, ouais, mais après, il y a eu une telle doctrine de maintien de l'ordre pendant ce moment-là que les gens, je comprends qu'ils soient un peu insécures, quoi. Tu vois, moi, je me souviens à Toulouse, il y avait des hélicoptères, il y avait. Bon, c'était un peu violent, quoi, hein. Enfin, c'était très violent exactement, tu même, avais hein. cette ambiance, qui était générée par tout ça. Je dis pas que c'est mal, hein, je dis juste, j'ai vécu cette ambiance-là Ouais, aussi de ouais, ouais. l'intérieur. Et je l'ai vécu de très près parce que du coup, j'étais avec les invités par Vécu, par Maxime Nicole, par, toutes les figures du complotisme, plus tard qui vont être marquées comme, gros complotistes. Hmm, Hem, Vécu m'a invité, Gabin m'a invité 3-4 fois, quoi, voilà, pour hmm. parler des lacrymos. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que alors que je parlais des lacrymos, alors que j'étais encore sur le sujet, hem bah, j'ai eu un contact, j'ai commencé à être médiatisé, hein, tu l'as vu, il y a eu des articles de presse qui sortaient et j'ai eu un contact par des gens de Hong Kong qui m'ont contacté, qui m'ont mis sur des boucles Telegram entre eux. Ils organisaient un peu leur défense par rapport aux lacrymos. Ils me demandaient des infos sur les lacrymos. Ils ont vu qu'en France, je bossais bien dessus et cetera. Ils D'accord. m'ont dit: «Ouais, on a vu, ça parlait de toi dans les articles de presse. On t'a repéré. Est-ce que tu peux nous aider un petit peu à faire nos défenses, contre les lacrymos? Comment est-ce qu'on peut faire?» Parce que nous, là, on est à l'école polytechnique de Hong Kong et on a des oiseaux qui sont tombés du ciel morts et on pense que c'est les lacrymos parce qu'ils ont tellement gazé que Ah, voilà. waouh. Qu'est-ce qu'il faut faire comme analyse sur les oiseaux et cetera. Enfin, ils me disaient des trucs comme ça, quoi, donc ils avaient Impressionnant. planqué des oiseaux morts dans les congélos. Ils me demandaient quelle analyse faire, quoi, Aïe. et ils avaient un labo de recherche à disposition, mais le Ok. truc, c'est que
ils ont jamais pu faire d'analyse parce que la police a débarqué dans leur labo avant Ah qu'ils les ouais, fassent. Mais globalement, ils étaient un petit peu aussi en mode inquiets par rapport au gaz lacrymo. OK. Et ces mêmes personnes, dans une boucle Telegram, un jour, m'envoient un truc hors sujet. On est en novembre. Ils me disent regarde, lis ce blog, enfin Google Translate ce blog. Et c'était un blog en chinois, un site un peu obscur, Mmh. un truc très moche. Je le Google Translate, c'était un journaliste indépendant qui venait de se faire enlever. Et ça racontait l'histoire, c'est un autre journaliste indépendant qui parlait de son pote indépendant, qui s'est fait enlever par le gouvernement. OK. Donc pour moi, c'était une grosse histoire complotiste, Ouais. mais en fait, il s'est avéré que c'était totalement vrai. Je sais pas si tu as vu les enquêtes qu'il y a eu par le New York Times et compagnie. Il y a des lanceurs d'alerte sur la pandémie de Covid qui ont Mmh. été enlevés par le gouvernement, Chinois, quoi, heu, du coup, gouvernement chinois. par le gouvernement chinois, Ouais, parce que le gouvernement chinois ne voulait pas confiner. ouais. Il ne voulait pas agir sur le coronavirus parce que c'était trop, coûteux économiquement, on va dire. Alors, Donc du salut coup, cher Kalala. Alors, normalement, on n'est pas en stream, on prépare le stream de lundi, voilà. Mais donc, je reçois Alexander Samuel. Alexander, c'est ton prénom, c'est ça? oui, c'est ça, Alex, c'est Alex. plus simple. Alex Sam. En tout cas, faut pas hésiter, ça me dérange pas qu'il y ait des gens qui regardent, hein. Ouais, ouais, Ils écouteront en bah, double. c'est la plus Ils simple. écouteront en double. Voilà, il écoutera en double. Mais là, on prépare pour demain, pour lundi. Donc, mais c'est déjà super intéressant. Ça fera déjà une super vidéo. Ouais. Et donc là, en fait, ouais, ça, en fait, c'était le deuxième aspect, c'est-à-dire que je me retrouve avec, ces gens-là qui me parlent un petit peu du problème du coronavirus. Je m'intéresse au sujet du virus et eux me disent: «En période de crise», là, il y a une crise qui va nous tomber dessus. Le gouvernement chinois fait déjà de la merde, ça va être mondial parce que, ils confinent pas, ils font pas le nécessaire, ça va s'échapper Mm. et ils me disent: «Tu vas être impacté en France, d'après nous. Ce serait bien que comme tu es une figure de l'opposition là-bas, bah, tu fasses un peu de pré-bunking et que tu ailles dans les réseaux, gilets jaunes et compagnie qui vont pas faire confiance au gouvernement Ah oui. pour éviter qu'ils fassent confiance à des escrocs, à des gourous, à des menteurs. Ah Parce que ouais. c'est ce qui se passe généralement quand il y a une grosse défiance de la population. Nous, on est en train de faire pareil à Hong Kong. On est en train d'expliquer aux gens comment se prémunir d'un virus, qu'est-ce que c'est qu'un virus, comment mettre un masque, et cetera, et cetera. Et tu peux retrouver encore aujourd'hui des vidéos de moi passant dans Vécu, le média complotiste, expliquant pourquoi, qu'est-ce qu'un virus, comment ça marche, et cetera, en janvier 2019. Ok, donc Et ouais, c'est j'ai impressionnant essayé ça. de leur donner des armes pour pas se faire avoir, en fait, par, la désinformation. Ok. Et il y a tout un groupe de gilets jaunes qui ont commencé à me suivre et qui ont même renversé Raoult. Ça, c'est assez drôle parce que c'est très peu, connu. Il y avait des groupes fans de Raoult qui sont sortis, sur Facebook, Ouais, bah ouais. principalement issus de groupes gilets jaunes Ouais. et il y en a un qui a été putché, qui avait Hmm. 100 000 followers ou je sais pas quoi et où des gilets jaunes ont réussi à prendre le rôle d'admin et à dégager tout le monde et c'est devenu un gros groupe anti-Raoult. D'accord. Ah ouais, Et c'est pourquoi marrant c'est une ça. fraude et qui diffusait des contenus, voilà. Donc il y avait toute une bataille, on va dire, interne aux gilets jaunes, mais que j'ai perdue clairement parce qu'évidemment j'étais pas très minoritaire. Ouais. Mais qui a quand même, eu lieu et que Ok. dont j'aime bien parler parce qu'il y avait quand même des gens qui, c'était variable et qui avaient un peu la tête sur les épaules et qui s'intéressaient au truc, qui comprenaient pas trop et ce qui a vraiment fait dérailler la chose, je pense, au niveau complotisme des gilets jaunes, moi je l'ai vécu avec Gabin, j'aime bien raconter ça. Je suis passé dans Vécu en avril 2020 en expliquant comment Raoult avait truqué ses résultats. Ah oui. À l'époque, tous les médias invitaient Raoult et le prenaient au sérieux. Hmm. Les rares critiques qui étaient faites, c'était des critiques méthodologiques. Hmm. Personne n'affirmait qu'il truquait ses résultats. Personne n'affirmait que c'était bidon, Hmm. comme on le dit aujourd'hui. Ouais, ouais. Moi, je me suis ramené chez Vécu, j'ai expliqué comment il avait truqué ses résultats. C'est exactement le trucage qui est sorti, qui a été expliqué plus tard, parce qu'on le voyait dans les données brutes, en fait. Ouais, ouais, ouais. J'ai fait une vidéo de 3 heures où j'explique à Gabin et à d'autres, gilets jaunes comment ça a été truqué. Ok. Et je regrette que cette vidéo, qui a fait beaucoup plus de vues que la vidéo sur les masques, n'ait pas été débunkée par les fact-checkers. Je l'ai envoyée aux fact-checkers et je leur ai dit: «Allez-y maintenant, fact-checkez-moi». Hmm. Personne ne l'a fact-checké. Par Ah oui. contre, quand Gabin fait une vidéo en disant que les masques ne servent à rien et Eh oui. qu'on n'arrive pas à respirer le CO2 ou je sais pas quoi Hmm. et qu'il fume à travers, là, tout de suite, il y a 5 articles de debunk qui Ouais, ouais. sortent. Bah, c'est un peu plus simple, quoi. Un peu plus simple, voilà. Donc moi j'étais, j'ai regretté énormément ça parce que je trouvais ça dommage que les journalistes n'aient pas le courage de faire le travail qu'ils devraient faire, à ce niveau-là Ok. et qu'ils se contentent de la simplicité, de la facilité, et qu'ils aillent pas sur le terrain justement, le plus important, à ce moment-là. Mais bon, donc ça c'est une petite critique que je me permets de faire de temps en temps. Hmm. Mais
Il y avait ces contenus donc qui sortaient dans les médias, on va dire conspi, hein, carrément, où j'expliquais ça et ça plaisait encore à l'époque et Gabin, à la fin de la vidéo, en off, là, comme en débrief quoi, me dit: «Écoute, j'ai parlé avec toi pendant 3 heures, tu m'as convaincu. Mais si j'avais parlé 3 heures avec Raoult, il m'aurait convaincu. Mmh. Donc moi, le juge de paix, ça va être les décisions derrière. Si Raoult a fait ce que tu dis, il sera en prison dans un mois. Si dans un mois, Raoult est encore à la télé et une star et cetera, c'est qu'il avait raison». Ouais, ouais, ouais. OK. Ah oui, Et je comme trouve quoi. son raisonnement pas si fou, hein. Son raisonnement est pas totalement déconnant. Bah, c'est le biais, comment on dit, social là, La preuve sociale, mais c'est la pas tant preuve une preuve sociale, sociale. parce que là, il fait confiance aux institutions en Eh oui. réalité. Ah bah là, pour le coup, Il c'est fait pas pas du tout complotiste de preuve alors. sociale. Il estime que si Raoult a vraiment fait ce que j'affirme, parce que j'affirme quand même des choses fortes, Ouais. trucage de résultats en pleine pandémie et cetera, bah, normalement, il mériterait des sanctions très lourdes Ouais, ouais, et c'est la ça. scientifique s'en saisirait tout de suite. Il y aurait une réaction très forte. Or, un mois plus tard, c'est Emmanuel Macron qui va se prosterner devant lui à l'IHU. Du coup, c'est le sophisme du monde juste plutôt. Ouais. Donc c'est je sais pas, ouais, je sais pas exactement Non, comment mais le je décrire. rigole, je rigole. Mais effectivement, je pense qu'il y a pas vraiment c'est pas tant une faille de raisonnement qu'il y a eu là, Non, non, c'est non, beaucoup c'est ça. une défaillance institutionnelle en réalité, hein. Ah ouais, tout à fait. Oui, bah, quand Macron est allé le voir, il était déjà quand même pas mal critiqué. C'est vrai que c'était choquant en fait. Bon. Et la critique à l'époque, je le redis, n'était pas sur une fraude scientifique. C'est ce que j'arrête pas de dire et Macron a affirmé, moi j'ai retenu des détails parce que ça m'intéressait énormément. Il a dit: «Je viens m'assurer que les essais cliniques se passent bien à l'IHU». Ah ouais, Or, à l'époque, il faisait des essais cliniques illégaux. ah ouais, putain. Donc et en plus, tu as dans le bouquin d'Anne Jouan qui est, journaliste, qui est à Canard enchaîné et qui a écrit un excellent livre donc La santé en bande organisée, sur le scandale du Mediator. Mhm. Elle avait des gens de l'ANSM qui lui ont parlé, dont des vice-directeurs, des gens haut placés à l'ANSM Mhm. et en fait, l'un d'entre eux a dit que Macron a ralenti les enquêtes sur l'IHU, Ah ouais, que l'Élysée a ralenti. C'est l'Élysée qui a employé comme mot. ok. Voilà. Donc effectivement, il y a à mon sens, si alors soit cette personne ment et dans ce cas-là, il y a un énorme problème aussi, mais ça m'étonnerait qu'elle ait menti. Il y a eu un énorme problème de laxisme et surtout de complicité étatique sur un essai clinique illégal et une fraude scientifique et je Mhm. me je me permets de l'affirmer comme ça parce que c'est fort, mais il faut le dire et je pense que c'est pas traité à sa juste valeur en réalité. Mais en fait, ça, c'est quelque chose qui m'a fait, bannir du monde des gilets jaunes et cetera au bout d'un moment et ensuite attaqué par tous les conspis qui étaient fans de Raoult Eh oui. Mhm. et donc par la force des choses, je me suis intéressé un peu au milieu complotiste, ces choses-là. Je passais beaucoup de temps à débunker la science. Je restais sur le domaine scientifique. Alors je débunkais les Fouché, les Perron, les Orion Code et cetera. Ouais. Il y a beaucoup de contenus, qui ont été faits, sur les réseaux sociaux qu'on peut récupérer où j'ai débunké ces gens-là. Ouais. Les journalistes se servaient beaucoup de mon travail, me sollicitaient énormément et je suis souvent cité dans ces debunks. Mhm. Mais, au-delà de ces debunks, bah, je me suis intéressé aussi aux réseaux. Je me suis pas intéressé qu'au narratif et au contenu, j'ai regardé un peu les réseaux, comment ça s'organisait, comment ça se structurait. J'ai fait une grosse enquête que j'ai publiée moi-même sur un petit blog, sur comment s'est structuré le conseil scientifique indépendant et Réinfo Covid. Ah Qui oui. sont les fondateurs? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a Mhm. des fondations derrière, il y a des financeurs, il y a des choses, il y a de l'argent en fait qui rentre. Mhm. Et donc il y a des groupuscules, anti-vax aussi qui étaient dedans et cetera. Donc j'ai regardé un petit peu comment ça se finançait, comment ça se structurait en plus et donc tout ce travail-là m'a amené à être invité aux rencontres de l'esprit critique D'accord. et donc j'ai été, plusieurs fois aux rencontres de l'esprit critique et la fois où j'y étais, je crois que c'est en 2022, Séverine, donnait une conférence aussi en même temps. Je ne la Mhm. connaissais pas du tout, je savais pas Mhm. qui c'était Mhm. et puis, on a vu, la conférence, l'un de l'autre et ensuite on a tchatché au rec en fait. On a D'accord. discuté petite, buvette, repas là machin et puis on a parlé très longuement. On s'est échangé nos numéros et on a dit: «Ouais non, faut qu'on bosse ensemble». Et on a décidé de bosser, ensemble sur plusieurs sujets. Donc on a commencé par écrire des petits articles ensemble et puis finalement, Séverine m'a dit, «Ouais, j'ai un bouquin sur le feu», où en fait, au départ j'étais pas dessus mais on m'a mis dessus, Mhm. sur le complotisme et je pense que tu es très compétent sur le sujet parce que tu l'as vécu de l'intérieur Ah oui, et oui. donc moi je prends l'angle de la psychosociale, j'ai de la hauteur, je donne un petit peu
les principes scientifiques. Toi, tu sais lire de la science, donc tu peux apporter les choses scientifiquement, Mmh. mais c'est pas ton domaine, tu pas dans la psycho, mais tu peux comprendre un petit peu et surtout, tu as une connaissance pratique. Donc ce serait bien que, bah, si tu veux bien te joindre à l'écriture de ce livre. J'ai accepté volontiers et on s'est retrouvés à être les 2 principaux auteurs, on va dire, à travailler dessus, avec 2 autres co-auteurs qui étaient, Oui, alors Thierry Ripoll qui a écrit plus, la fin de l'ouvrage, une petite ouverture à la fin et puis, Fabien Girandola, qui s'est joint à nous, mais qui a contribué un peu plus modestement, d'où sa place un peu plus en arrière, mais d'accord. qui a un peu supervisé plus que contribué. Mais c'était très bien comme ça. Donc on a fait cet ouvrage à 4, mais surtout, en écriture, moi et Séverine OK. et le contenu, j'en suis très content. Il est simple, synthétique, accessible, je trouve. Ouais, On a essayé de pas être trop, technique et cetera. ouais. Mais il mêle à la fois des aspects théoriques, simples, vulgarisés et puis des éléments plus, d'enquête, que j'ai menés aussi sur à la fois la guerre de l'information, les réseaux de désinformation et cetera et cetera. OK, ouais, ouais, bah, je suis en train de le lire, effectivement, c'est bien. J'espère l'avoir Voilà. fini d'ici On a essayé de lundi. trouver un équilibre entre le boulot de chacun, tu vois? Ouais, 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 ouais. OK. Donc ça s'articule Bon, bien que alors, à chaque fois, elle partait souvent aussi de contenus que j'avais produits pour les interpréter, les analyser avec un regard universitaire, scientifique et on a une biblio assez large aussi parce que je me suis tapé beaucoup, beaucoup de bouquins et de publis sur le sujet pour mmh, me mettre à jour. ouais. C'était pas mal parce que du coup, elle avait tout en tête et elle connaissait bien le sujet et moi, je le découvrais en quelque sorte en lisant les publis Oui, et ça lui permettait de revoir un petit peu, de réexpliquer parfois quand je comprenais pas bien un truc et puis de remettre en perspective les choses. Donc je pense que c'est top parce que ça nous a permis de bien écrire de bien le vulgariser le truc aussi au passage. OK. Écoute, je pense qu'on a bien un peu fait le tour là, sauf s'il y a d'autres choses après qu'on Aucun pourra dire. problème, ouais. Donc on pourra parler peut-être plus du métal de l'extrême droite, des gilets jaunes et des lacrymos dans une première partie, puis après Mmh. partir sur le complotisme dans la deuxième émission, par exemple. Ouais, Sauf si au cours de la discussion, on décide de parler d'autre chose, ce qui n'est pas interdit non plus. Voilà. volontiers. Et bon, bah, au niveau technique, ça a l'air de rouler. Donc, je propose qu'on fasse comme ça, comme on fait là, puisque c'est Ouais, bien. aucun Voilà, pas souci. la peine de se compliquer la vie. Et puis, Ouais. voilà, parce que là, je vais devoir y aller. Donc, je te remercie en tout cas de ta disponibilité et tout ça. Ça va être Volontiers. passionnant. Puis, au niveau pratique, hésite pas à me couper. Je suis quelqu'un qui coupe facilement aussi. Donc, D'accord. OK. je t'invite vivement à me couper la parole et à D'accord. t'imposer Bon, parce je, que j'arrive pas à faire autrement, je suis désolé. je le Je note. suis Ben, ouais, ouais. OK, je le note. Très bien. ouais. Bon, eh ben, écoute, on va se dire du coup à lundi, 18h. Donc, on Ouais, se connectera peut-être 10 minutes avant la visio. Puis, on fera comme parfait. aujourd'hui. Voilà. Et Ouais, comme puis, aujourd'hui, donc, voilà, bah, c'est impec. Eh ben, super, je bah, te je suis très demande. content. Bah, je te souhaite une bonne soirée. Avec plaisir, merci pour l'invite et puis c'est super qu'on le fasse. Eh ben, Merci. avec plaisir. À lundi. Bonne soirée, à Bonne lundi. soirée. Salut. Oui, bonne soirée, Shirkalala. Et je te souhaite oui, une bonne soirée. Donc ça, c'était un petit stream impromptu, pas prévu. J'ai fait un plus long stream tout à l'heure. Et puis voilà. Eh ben, bonne soirée. Salut.